Hello Pieter, bonjour, comment ça va? Magnifiquement bien, c'est comme d'habitude, hein. On a toujours les bons des invités qui sont au top de BIM, hein. Je suis toujours très ravi de commencer des interviews comme ça. Bon. Ouais, parfait. Ben, moi, j'aime bien le content qu'on a fait maintenant. La musique, c'est vraiment amusant. C'est marrant, j'aime bien. Je, J'ai pas je remarqué suis, la musique, hein. je suis de bonne humeur maintenant pour parler avec notre invité. Bon, allez, on Merci va les beaucoup. présenter, non? On parle français parce que ils sont basés au travail en France. On va parler d'un projet très important en France, tout le monde le connaît. Et bon, on veut remercier d'abord Alejandro et Kathleen. Bienvenue sur le Bean Café. Bonjour. Bonjour, Enrique, Bonjour, Piotr. bonjour. Bonjour, Merci de bienvenue. l'invitation. Merci beaucoup de rester avec nous, c'est super sympa. Merci pour accepter notre invitation. Et c'est je vous expliquais avant, moi, c'est moi cette saison, moi je cherche d'argent, hein. C'est tout le monde qui me demande, parce que je vous explique pourquoi je cherche d'argent. On participe avec les différents types de projets. Les premières questions quand les COMEX ou les boards, c'est CODIR qui nous demandent, OK, on va investir certains montants de dollars, euros, de pounds dans l'implémentation BIM, mais combien ça va nous apporter? Okay? Et moi, j'ai besoin de savoir et je dois répondre dans les façons numériques. Okay? C'est pas, oui, vous comprenez, ça va être. Moi, j'ai besoin de donner quelque chose de plus concret qu'en normal. D'accord. Oui, Donc, merci pour l'invitation. C'est pour nous un plaisir de discuter notre projet. Oui. parfait. Donc, on va commencer. On met ici dans l'écran la petite présentation comme guide qu'on a fait comme toujours. Bon, Alejandro et Kerlin, ce sont deux architectes de formation, Correct et moi, et j'ai fait quelques erreurs. Et ils travaillent pour l'agence AGP, c'est le même code de l'aéroport de Malaga. Du coup, ça me rend ça. Et ils travaillent sur le patrimoine historique d'une façon numérique. Donc, on va parler de ça, comment relier le patrimoine historique avec les nouveaux outils de la technologie numérique. Et c'est le meilleur exemple qu'on a, c'est le projet qu'on va présenter après. Et moi, je conséquence pour le moment, c'est à vous de parler de ça. Mais tout d'abord, je veux vous donner la parole pour vous présenter un peu qu'est-ce que vous avez fait, votre background, votre liaison avec le BIM, et aussi AGP, qu'est-ce qu'ils font, on parlera de ça après. Donc, s'il vous plaît, Kathleen, Alejandro, prenez la parole. Si tu veux commencer, Kathleen. Je suis Caitlin Roquelin. Je suis américaine d'origine. Oui, j'étais éduquée aux États-Unis dans l'architecture. Et en même temps que j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler pour un centre de recherche et développement à l'Université d'Arkansas. Et c'est là que j'étais initiée dans la numérisation 3D. On a fait le scanning 3D depuis 2006 avec eux. Donc, pour moi, c'était tout le début. Et on a fait pour le développement de notre campus et aussi pour les buts archéologiques. Donc, on a fait la numérisation pour comprendre le patrimoine, mais aussi un deuxième chemin, c'était pour comprendre comment utiliser le scanning et la photogrammétrie pour les buts de BIM. Et puis, je suis venue en France il y a 10 ans pour le MOR. Mon mari est français. Et j'étais en freelance pour quelques années avant que je suis rejoint Art Graphique et Patrimoine. Et depuis, on continue à faire les projets intéressants et mélange la technologie, l'architecture et un peu beaucoup de métiers pour les projets intéressants. Merci, Kathleen. Merci. Bienvenue chez nous. Merci. Oui, bon, moi je suis Alejandro Redondo et moi je suis d'origine mexicaine et j'ai fait mes études d'architecture là-bas au Mexique, à l'école Tecnológico de Monterrey. Et je suis sorti de l'école en 2015 et avec le BIM, j'ai commencé à utiliser la méthodologie et j'ai commencé un peu dans le domaine depuis 2012, avec les projets. Et je suis arrivé en France en 2017 également. Ma femme elle est française, on s'est installé à Paris et justement j'ai commencé à chercher des projets à l'international, des agences d'architecture et
Et c'était depuis 2017 jusqu'à 2019. Il y avait pas mal d'expériences, pas mal de chantiers en France et à l'étranger. Et c'était en 2019 que je suis arrivé chez AGP, justement en essayant de trouver un changement dans mon parcours, mais qui reste toujours lié à mon corps de métier, que c'est l'architecture. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé AGP. Mais c'était un côté un peu différent parce que ça sortait d'une agence d'architecte, donc il faut construire. Donc là, c'est une agence d'experts géomètres qui sont spécialisés dans les monuments historiques. Donc ça, c'était une chose qui m'appelait depuis le début. Magnifique. Et ben, je me pose la question pourquoi on parle français dans cette réunion, parce que bon, on est espagnol, polonais, mexicain, Voilà. espagnol. Ben, ok, bon, j'assume. C'est un peu l'équilibre, je pense. C'est Notre-Dame. Notre-Dame est française. C'est une bonne question. Tu vois, c'est un traité, ça va être intéressant parce qu'on va montrer les côtés les plus visuels du BIM, de la technologie numérique, avec une relation avec le patrimoine historique en France. Bon, c'est un des capitales avec l'Italie et l'Espagne, je pense qu'il y a plus de patrimoine historique. Et bon, ça va être intéressant, beaucoup de photographies, beaucoup d'images que je vous laisse à vous, Kathleen et Alejandro, pour nous expliquer. Et d'abord commencer à parler du projet de Notre-Dame. C'est le main objectif ici. Je vais vous donner un peu l'opportunité de parler de ce que vous faites à AGP parce que ça m'intéresse beaucoup au début de voir une agence qui travaille avec le patrimoine. Tout concret, on travaille que avec le patrimoine historique et avec les nouvelles technologies pour faire différents travaux. Donc, si vous voulez présenter un petit peu la firme, ce que vous faites, comment vous reliez ce truc de patrimoine historique et nouvelles technologies, parce que c'est important, ce que Kathleen a dit. Vous devez aimer aussi l'histoire, non? Tous les anciens bâtiments. Exactement. Oui, depuis 1994, AGP a commencé comme leader dans son domaine. Et on a commencé avec le fondateur, Gaël Amont, et il a commencé avec des relevés de 3D en architecture. Donc, notamment avec une équipe terrain qui ramenait les scans laser, un scan 3D avec un trépied et qui amène sur chaque pièce et voilà, on scanne chaque endroit, chaque pièce à l'intérieur, aussi à l'extérieur, les façades, les toitures. Donc on fait une couverture maximale de chaque bâtiment, et ce qui nous permet d'avoir les mesures de l'épaisseur des murs, l'épaisseur des toitures, et aussi jusqu'au minimum détail, jusqu'à voir les jointes de chaque pierre. Et c'est une information qui permet aux architectes de faire meilleur leurs travaux. Parfait. Okay. C'est juste pour mentionner, le AGP a été fondé par Gaël Amont, qui est un tailleur de pierre. Donc, on a beaucoup de métiers dedans, art graphique et patrimoine. Il y a les architectes, mais les tailleurs de pierre et le restaurateur des bâtiments. Donc, pour voir et aussi les géomètres. Donc, c'est vraiment un mélange de disciplines pour comprendre pas juste les technologies, mais comment le bâtiment est vraiment construit, pour comprendre, pour le donner la valeur qu'il demande. C'est comme on fait un peu le BIM, la construction à l'inverse. Vous savez les bâtiments qui ont déjà construit Exactement. depuis vraiment longtemps et vous savez faire le processus pour les étudier, analyser et voir comment et pourquoi ils sont faits comme ça et les façons, les trucs qu'on doit faire pour les améliorer. Oui, le rétro-ingénieur. Question pratique. Comment vous êtes fait ça entre les réalités et les projets? Parce qu'il y a certaines documentations qui existent. Je suis sûr et persuadé qu'il y a des documentations de certains anciens bâtiments et quand vous mesurez ça dans la façon aujourd'hui avec les outils modernes, ça c'est clair qu'il y a des connexions entre les papiers et les modèles.
comment on procède avec toutes les réconciliations entre les deux mondes? Comment ça se fait? Ben, en fait, c'est une bonne partie qui se fait sur le terrain. Enfin, une fois qu'on a la couverture maximale de bâtiment, on analyse toutes ces données au bureau, enfin, ce qui nous donne les nuages de points, et après, à partir de ça, on sort ce qu'on appelle des sortes-images, c'est-à-dire une espèce de radiographie des bâtiments, de chaque tranche. Et comme l'information c'est identique à la réalité, enfin, déjà les points sont basés sur l'existant, et ça nous permet d'avoir la meilleure qualité d'information. C'est justement, on voit toutes les déformations, on voit souvent on est confronté à ce petit projet, à ce petit problème de que les murs ils sont pas droits, les piliers ils sont planchés. Donc, et c'est justement cette information qui a de valeur, parce que c'est comme ça que c'est dans la réalité. Dans les monuments historiques, je comprends, Alejandro. Je comprends après 200 ans, les murs, ils peuvent Oui, changer en petite position, etc., parce que les bâtiments qui bougent. Je comprends, tout se passe bien. Mais comment, parce que vous avez les projets qui étaient approuvés par l'architecte, toutes les communes, je sais pas, parce qu'on parle beaucoup avec aussi des mairies, des différents utilisateurs des BIM, qu'ils avons ces documents papier ou électronique aujourd'hui, mais les versions existantes, ça fait des réalités. Donc vous arrivez avec quelque chose qui est un petit peu déformé de cette documentation papier en numérique dans le sens de légal. Comment vous faites réconciliation entre les deux mondes? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il vous apporter des changements? Peut-être, est-ce qu'il y a des process ou c'est toujours nouveau? Non, bon, si tu veux répondre. Non, je voudrais dire qu'on ne commence pas juste avec le scanning. On regarde bien toute la documentation depuis le début et on nous informe avec les autres documentations parce qu'il y a la valeur là aussi. Par exemple, si on utilise Notre-Dame pour un exemple, il y a beaucoup de phases de construction pendant les centaines d'années. Donc, tu peux regarder la littérature et les dessins avant et tu peux dire il y a un changement en constructeur. Il y a un changement en type de brique, de type de pierre, par exemple. Et comme ça, on nous informer pour comprendre où chercher le nouveau type de pierre, par exemple. Donc, c'est pas juste tout seul dans un paradis, le scan, mais c'est avec toute l'information avant. Pour nous, c'est vraiment important de comprendre l'édifice dans tous les sens. Ok, j'ai compris, parce que pour moi, il y a une partie d'argent qui est là-bas, hein. C'est-à-dire qu'on voit, c'est pourquoi j'insiste, parce que si vous avez des réalités qui peuvent être vraiment des plus intéressantes pour l'architecte et pour les rénovations qu'ont les plans existants, parce que dans les réalités, vous avez toutes les choses qui vont bien, qui vont mal, etc. Mais très bien, mais merci beaucoup, j'ai compris comment ça fonctionne. Parfait. Et d'abord commencer pour le projet de Notre-Dame et analyser un peu ça. Je vais vous demander ce que Pierre te demande aussi. Un peu, c'est où comment vous faites le modèle économique de AGP? C'est qui? Parce que quand on parle de construire un bâtiment résidentiel, il y a un promoteur ou une personne qui veut le faire pour vendre les maisons ou les appartements aux autres personnes. Mais dans le cas des patrimoines historiques, sont qui les personnes qui demandent avoir ces modèles numériques dans son c'est quoi la motivation économique de faire, OK, on va parler avec AGP pour faire le relevé 3D, c'est pour faire de réparations, c'est pour faire seulement pour avoir une maquette numérique, c'est quoi l'objectif, on peut dire économique ou empresarial qui amène à AGP pour faire ce genre de travaux? Oui, bah, je pense que on se rappelle tous du 15 avril 2019, suite à l'incendie de la cathédrale, et AGP a été contacté par le gouvernement, enfin maintenant on l'appelle l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et c'est eux qui ont appelé AGP pour qu'ils fassent le relevé et tout de suite après faire la maquette, tous les plans détaillés pour justement reconstruire la flèche.
de Notre-Dame. Ok. Et ils ont besoin justement, ils ont besoin de l'état actuel de la cathédrale, justement, comment elle est la cathédrale, enfin, parce que des plans il y avait, mais ce n'était hypothétique, enfin, avec Comme les tu dis. piliers droits, et les murs et les contreforts tout droits, tout parfait. Mais c'était une cathédrale qui a été impactée par un incendie. Donc il y avait des problèmes à connaître. Justement, les voûtes, certaines voûtes ont été détruites et savoir qu'est-ce que c'est possible de faire, c'était là où justement l'information devait passer. Non, et je voudrais ajouter, c'est aussi AGP a été appelé aussi parce qu'on a déjà les données devant l'incendie. Donc, on a déjà scanné Notre-Dame en 2009, la première fois, je crois, et on a eu toute la charpente. Nous sommes le seul au monde qui a toute la charpente en 3D avant l'incendie. Et puis, on a fait les compléments depuis 2009. Les petites parties, les études, et on a scanné plusieurs fois Notre-Dame avant l'incendie. Donc, c'était naturel de venir vers nous pour ajouter plus de données dans le base qui existe déjà. Clair. C'est ça que je me demande. Donc, vous faites les relevés, les maquettes numériques de bâtiments historiques. Il y a des fois, bon, dans les cas de Notre-Dame, c'est clair, il y a un incendie, il faut faire des travaux. Mais si ce n'est pas nécessaire de faire des travaux, vous, quand même, vous avez des projets chargés pour dire, OK, il faudra avoir la maquette numérique de ça au cas où il y a une catastrophe. Oui, exactement. J'espère qu'il n'y a pas de catastrophe, Oui, hein, Eric. ça va beaucoup avec la conservation Ok. du monument historique. Oui. Parfait, parfait. On commence au lieu de chercher pour ce papier qui sont faits au demi-siècle, on commence à faire les maquettes numériques de bâtiments. C'est génial, ça. Oui. Parfait, parfait. Donc, Rob, si tu vois, Peter, on a ici un modèle de business différent, non? C'est comment travailler avec Non, non, c'est intéressant. pas mal. C'est pas mal parce que, comme vous imaginez, on peut aussi réfléchir sur l'utilisation BIM dans le monde des assurances. Si on arrive. Non, non, mais excusez-moi, moi j'essaie de trouver ouais. des business models qui sont pertinents. Si vous arrivez quand vous êtes assuré de Notre-Dame ou des autres bâtiments des grands ampleurs de monuments historiques, l'assurance qui va coûter fortune. Mais si vous avez aussi, en plus de ça, vous avez les plans et vous avez déjà les plans comment vous pouvez reconstruire en cas d'incendie, etc. C'est génial parce que les factures d'assurance qui vont baisser, hein, ça c'est d'argent. Et c'est aussi parce qu'on a fait quelques projets, par exemple, dans Syrie et par exemple maintenant en Ukraine. C'est intéressant quand il y a les choses en péril, les choses qu'on a peur que quelque chose peut arriver rapidement. Donc, pour avoir vraiment le jumeau digital avant le problème, c'est intéressant pour beaucoup de projets. Bien sûr. Parfait. Super idée. Donc, on commence tout de suite à parler du début de cet entretien, qui connaît pas, comme Alejandro l'a dit, je ne me suis pas de la date non plus, 2019, le grand incendie de Notre-Dame de Paris. Et bon, moi, j'ai eu la chance de la visiter avant, mais ouais, c'est vraiment, ça a changé beaucoup, je suis sûr. Mais c'était comment le processus pour faire le relevé 3D. Vous avez déjà partagé que c'est un travail que vous avez fait avant, c'est pour ça qu'ils vont contacter directement. Mais j'ai mis ici 3 étages: l'acquisition de données, l'assemblage et nettoyage des nuages de points et le développement des outils d'analyse comme les auto-images qu'Alejandro a mentionné d'abord. Mais c'était comment le processus? Comment vous avez travaillé le jour de l'incendie, une semaine après? OK, on a essayé de travailler, les gars. Allez, on va aller à la cathédrale et on prend des photos, on prend les lasers, les drones, tout ça, et on commence à faire les travaux numériques. Donc, oui, exactement. Bah, on se rappelle tous chez AGP parce que c'était la mission commande. Enfin, on s'est dit, c'est un cas d'urgence, qui est disponible surtout, qui peut y aller. Et comme on a plein de métiers différents, on était avec l'équipe terrain qui était sur place. Ils sont scannés, ils sont passés partout où c'était possible, parce que notamment comme il y avait des voûtes qui ont été tombées, il y avait un périmètre de sécurité à respecter, plein de mesures aussi qu'il fallait respecter.
Et ça, c'était une première campagne, avoir le maximum possible. Et à fur et à mesure, c'était des compléments à ajouter justement à cette base de données que nous avons. Ok. En Waouh. fait, on C'est voulait c'est pas- toi, Alejandro? C'est toi sur la toile Non, je ça vois. c'était une des photos de campagne avant l'incendie que Ok. avait fait Ah, à ok. l'époque. Et juste pour montrer que voilà, on passe partout, enfin, depuis les sous-sols jusqu'au comble, jusqu'à la toiture. Et pareil pour les extérieurs, on a modélisé aussi les abords de Notre-Dame et qui justement nous permettent d'avoir son entourage, tous les contextes immédiatement disponibles pour avoir aussi la partie de chantier, enfin, où il faut insérer les bureaux et où est-ce que c'est mieux de placer les grues. Enfin, c'est l'information qui est disponible en tout cas. Et ça prend combien de temps, tout ça, toute l'acquisition de données? Donc ici, pour chaque, ici, on voit, pour comprendre quoi on voit exactement, c'est les scanners 3D. Ok. Et le scanner est sur un 3 pieds et il tourne 360 degrés. Donc, il fait un turn et chaque seconde, il prend des millions de points. Donc, chaque point, il y a un X, un Y et un Z. Et ça, c'est dans l'espace. Et avec des millions de points, on a une reconstruction du bâtiment. Et donc, on fait le scanner 3D avec la photogrammétrie et le drone pour remplir tous les trous et pour voir, comme Alejandro dit, l'extérieur, l'intérieur le plus complet possible. Donc, oui, c'est Et juste... aussi, voilà, si tu montres la slide d'après, justement, c'est là qu'on peut voir Juste après. les nuages de points. Ah, Oui, celle d'après. après, ouais, pardon. Ouais. Je vais- Ah bon, c'est après. Voilà. Ah ouais. Voilà. Quand on fait tout l'ensemble de toutes ces positions de scan, et c'est ça qui nous rend tous ces petits millions de points partout. Et c'est aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, c'est ça qu'on appelle les nuages de points. Et comme disait Caitlin, bah, c'est chaque point qui prend une mesure, qui a un coordonnée, un X, Y, Z, et qui va nous permettre d'avoir après les sortes d'images, les radiographies qu'on appelle. Et donc, il y a le X, Y et Z et aussi le RGB. Donc, aussi la couleur. C'est la raison quand on voit le nuage de points ici. Si tu zoomes, tu vois, c'est vraiment beaucoup de points. Mais on a l'impression que c'est une photo. Parce qu'avec toute l'information géométrique, il y a aussi la couleur qui donne cette apparence d'être la réalité. Et pour répondre à ta question, c'était pour la mission commando, c'était la semaine de l'incendie. Donc, c'était une semaine, peut-être un peu plus, Alejandro? Oui, enfin, c'était passé la semaine et oui, pendant le week-end, c'était AGP, elle était déjà sur le terrain et oui, quelques jours, entre 4 et 5 jours. Et puis, on est allé plusieurs fois après pour prendre les zones où c'était manquant, où les zones on a besoin de plus de détails. Ok, parfait. Et vous avez mentionné avec le laser 3D qui fait le 360 tours et prend tous les points. Moi, j'ai l'impression, donc, oh, c'est automatique. Je le mets sur place, je m'en fous un peu, il prend les images et c'est tout fait. C'est pas si facile, non? Dans mon expérience, un truc qu'il ne faut pas oublier est enlever le poignet. Parce que tu as le poignet et tu peux voir tout le plafond, le toit, quoi. Mais si tu oublies le poignet, donc, c'est automatique, il y a les choses à ne pas oublier. Oui, il Et là, une seule chose à faire et souvent on l'oublie. Assurez-moi qu'on est Notre-Dame, il va avoir une toit maintenant là, parce que bon, ok, non, c'est bien. C'est super intéressant de voir, mais je pense là aussi, comment vous gérez les parties de surface et les reconnaissances des matériels utilisés pendant toute cette phase de scanning? Parce que scanning, vous allez chercher les dimensions, ça j'ai pigé, c'est bon. Maintenant, comment on va faire pour les reconnaître les types de matériel utilisés, les types de pierres, les types de briques, etc. Bah, c'est justement ça la force d'AGP, c'est qu'à la base, on a pas mal de tailleurs de pierre.
Ça va, on fait les product placing ici, hein, c'est bon. Hein, expliquez-moi comment ça fonctionne. Hein. Oui, oui. Donc, grâce à notre expertise, les savoir-faire, et ils nous ont donné beaucoup d'astuces et beaucoup d'informations, de conseils pour justement reconnaître où est-ce que ça s'arrête. Parce que sur la cathédrale de Notre-Dame, on voit, enfin, tous les éléments sont faits de pierre, enfin, ils sont tous de pierre ensemble, les uns à côté des autres. Mais par exemple, pour l'architecture, il faut bien savoir où est-ce que l'arc-bouton ça s'arrête et où est-ce que ça commence les contreforts. Et c'est justement ça qui est intéressant pour la modélisation aussi. Donc, et en addition avec la campagne de scanning, il y a aussi dans l'équipe, parfois une deuxième équipe qui fait une campagne de photos. Donc les photos haute définition pour bien identifier les matériaux le plus possible. Et aussi la photogrammetrie. Donc ça, c'est les photos très proches qu'on peut utiliser pour les reconstructions 3D, mais aussi pour bien voir pas juste les matériaux, mais aussi pour nous, en question souvent, c'est les mouleurs, les détails qui sont bien organiques parfois, pour voir bien les petits détails qui sont parfois un peu flous dans le scanning 3D. Donc, c'est les photos avec le scanning qui donnent vraiment l'image totale de bâtiment. Je pense que dans les monuments historiques comme Notre-Dame, il y a beaucoup de détails qui sont pas systémiques, qui sont un peu aléatoires. Non? Tu les vois d'un côté, ils ne sont pas dans l'autre, ils l'ont fait 2 siècles après, donc c'est un peu difficile à faire. Ok, ça c'est un modèle bien planifié. Non? Ça va au fur et à mesure avec les siècles. Oui, même le charpente, il n'y a pas 2 morceaux de bois identiques. Parce que c'était fait d'une forêt avec les artisans et c'est pas du tout la même chose qu'on fait pour le BIM de nouvelle construction. Oui, exactement. C'est un bâtiment qui est une référence. C'est pas construit en quelques jours, c'est construit dans les siècles. Et justement, on voit, notamment dans la charpente, il y avait une partie du XIIIe siècle et une autre partie du XIXe siècle. Donc, mais les deux, ils sont des valeurs historiques, donc il fallait bien les reconnaître. Parfait. Donc, on va continuer dans cette deuxième étape d'assemblage et nettoyage de la nuage des points. C'est important, je pense, le mot nettoyage parce qu'il y a beaucoup de données qu'on prend et ne sont pas nécessaires ou ils ne matchent pas avec les autres. Donc, il faut nettoyer un peu ça pour donner la maquette ou le modèle un peu virtuel qui se ressemble à la réalité, n'est-ce pas? Exactement. Oui, parfois les scans, surtout à l'extérieur, si tu les lances, il prend tout son entourage. Donc, parfois, il lance jusqu'à des points à plus de 50 mètres. Et parfois, tu n'as pas besoin des autres bâtiments. Donc, ça, pour économiser et optimiser l'espace, il faut des nettoyages, justement. Parfait. Et on part pour le troisième étage de le relevé 3D de la cathédrale, et c'est les autres images, ce que Alejandro a demandé, et je te fais une question directe. C'est quoi une autre image? Donc, c'est pour les découvrir les pièces secrètes, je pense, non? Quand vous avez les pièces secrètes Bon étudiant, Ah oui, non? Là, oui, les autres images, c'est justement comme on disait, une fois qu'on a les nuages de points, on peut sectionner comme on veut les éléments. Donc, on peut faire une section de la toiture, de chaque plan, donc, et ça nous permet d'identifier chaque élément aussi. Donc, pour moi, c'est facile si on imagine un pain de mie. Et quand tu as un pain de mie, tu as les tranches sur toute la longueur. Et on fait ça avec un bâtiment. On prend le nuage de points et on fait les tranches à chaque section. Et comme ça, on a une tranche où on voit plus clair, c'est plus lissable avec le tranche pour voir les détails qui sont peut-être un peu flous quand tu as tous les millions de points ensemble. Donc, tu as les tranches dans la verticale et aussi dans la horizontale. Et pour nous, pour la modélisation 3D, on utilise beaucoup directement le nuage parce qu'on peut mettre le nuage directement sur Revit et on peut faire les tranches nous-mêmes. Mais quand tu as les détails plus petits, comme les ménos dans une fenêtre, par exemple,
ou les choses plus détaillées ou pour le 2D, la production des documentations 2D de tous les trucs artistiques sur les façades. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser l'ortho-image que le nuage de points des millions de points. Ouais, C'est ça va être vraiment aussi. un tranche. Parfait. Donc, on va voir ici, c'est ça que Kathleen vient de dire, les différentes tranches pour faire les résultats de la maquette BIM. Ok, on commencera, c'est comme passer les feuilles, et tu vois comme la maquette commence à faire tranche par tranche, et tu fais le complet dessin de la cathédrale. Et là, c'est ça, un détail qui est impressionnant, une précision en 4 cm. Oui, C'est vrai. oui, c'est validé. Et oui, c'est déjà c'est pas mal. Parce C'est vrai, bien qu'on sûr. on se rappelle surtout avec les bâtiments, enfin parfois même les sols, chaque étage, il y a pas mal de choses qui bougent et qui sont déformées. Et voilà, on a réussi à trouver une précision digne, enfin parce que c'est un bâtiment qui le mérite. Oui, C'est ça. justement là qui c'est important de regarder. Mhm. Et ça prend combien pour arriver à ces modèles, à ces résultats, ces maquettes numériques de Notre-Dame? Hmm. En effet, pendant une année. Wow. C'était une équipe c'était une équipe de 3 modélistes BIM. Et on a aussi eu l'aide de les expertises de tailleurs de pierre, mais aussi les modéleurs 3D. Parce que, comme on a dit, pour la charpente, par exemple, il y a les éléments qui sont plus organiques, que c'est pas le type de choses qu'on fait régulièrement en Revit ou dans les modélisations BIM. Donc, on a fait un objet ou les modèles plus organiques pour avoir la précision pour les choses qui sont pas droites. Mhm. Parfait. Exactement. Ah, aussi, il y avait une partie de recherche et développement, donc qui on était dédié à chercher quelle était la meilleure solution pour la modélisation. Et ça nous permettait de faire cette maquette BIM le plus fidèle au bâtiment. Mhm. Parfait. Wow. Et, Ça prend quand même beaucoup de temps. Hein. C'est juste quand j'ai réfléchi sur le parti de. Bon, je comprends aussi les complexités, mais je pense que je vais suivre les Kathleen sur le parti. Si on fait ça en avant, on va bénéficier plus. C'est-à-dire, pour moi, cette réflexion, il faut réfléchir un petit peu avant, parce qu'à un moment des crises, etc., ça va prendre beaucoup de temps et de temps en temps, ouais. nous n'avons pas ce temps-là. Ça, je pense que ça, c'est bon. OK, super. Non, C'est- et je vous ai noté que pour nous aussi, Notre-Dame était exceptionnelle. Parce que souvent, quand on a un édifice, il faut faire, c'est la production. C'est pas une question de recherche et développement, c'est on fait exactement comme il faut faire pour avoir la maquette après 2 mois ou dans la livraison, quoi. Avec Notre-Dame, c'était une question parce qu'on était avec Autodesk. Et il nous donnait la liberté pour faire la recherche et le développement et prendre le temps pour trouver la meilleure façon pour modéliser les choses qui ne sont pas droites, qui ne sont pas les choses de moderne. Donc, c'était vraiment, je crois on peut faire plus rapidement, mais c'était vraiment aussi pour nous un projet de R&D pour rechercher et développer la meilleure façon en question de patrimoine, en question d'un monument historique et comment faire avec les outils disponibles. Ah, ça c'est bon point parce que tu as raison qu'en regardant toutes les parties de BIM Models, quand on travaille avec Enrique, avec les différents fabricants de matériaux, ils sont toujours les modernes. Il n'y a pas de modélisation il y a 3e siècle. Hein. Je pense 3e siècle, on n'a pas fait de BIM à cette époque-là. Hein. ouais. Ah oui, c'est bon. Ah, waouh. Ah, c'est super intéressant ce C'est truc. c'est un peu, on peut appeler ça le mythe ou le BIM à l'inverse, non? Comme on fait BIM à l'inverse, dans la construction, on veut livrer la maquette numérique de cela qui a été construit. Ça, c'est pas encore, non? Et une dernière question ici pour le projet de Notre-Dame. Je veux savoir, votre travail chez AGP finit quand vous livrez ces maquettes-là ou est-ce que
après ça, vous donnez des conseils pour la reconstruction, pour le travail, pour les voies qu'on doit prendre, tout ça, et vous faites un suivant de tous les jumeaux numériques qu'on a créés déjà, ou vous arrêtez ici et c'est pour la mairie de Paris ou ça marche comment? Pour l'instant, ça c'était une des étapes, de la maquette avant l'incendie. Après, on était commandé pour faire la maquette après l'incendie parce qu'on avait aussi les données, les nuages de points. Ouais. Et du coup, ça nous permet d'ajouter de l'information. Aussi, on a modélisé la sacristie, les presbytères qui sont les bâtiments juste à côté, ils sont liés. Et aussi les abords. Donc, ça nous permet d'avoir toute une maquette complète. Bon, je suis impressionné par votre travail, excusez-moi. Merci. Merci. Nous aussi, chaque journée était intéressante parce que chaque élément, tu vois un nouveau challenge, un nouveau défi. Et on discute entre nous et on dit comment on va faire ça. Et il faut 50 fois. Donc, c'est vraiment une discussion et on essaie, non, ça pas marché ou ça marchait pour 3 voûtes, mais pas 10. Ah, donc, si, ça arrive aussi. Il faut essayer et voir la meilleure méthode pour les choses uniques. Moi, je vais regarder maintenant des côtés. Bon, j'ai oublié de l'argent pour l'instant, mais je vais essayer de regarder un petit peu des côtés des détails, parce que vous avez bien parlé les détails d'importance, etc. Mais pour moi, il y a toujours des risques quand vous faites dans le sens inverse. C'est-à-dire, on a des modèles on a des bâtiments qui mettent dans les modèles, qu'on va exactement oublier certains détails qui sont super visibles sur la partie des bâtiments, mais ils sont pas visibles dans les modèles parce qu'on a oublié, parce que c'est difficile, parce qu'on n'a pas pensé que ce type de cours, ce type de forme peut exister, etc. Comment vous assurez qu'on sait vraiment, est-ce qu'il y a des contrôles de qualité entre les bâtiments et les modèles numériques, enfin, est-ce que vous avez des modèles pour les vérifier, est-ce que tout est bien modélisé? S'il n'y a pas de problème, excusez-moi pour poser des questions difficiles. Oui, non, c'est tout à fait normal. Notamment, je pense que c'est entre nous, enfin, déjà entre nous, on fait des contrôles de qualité tout le temps, enfin, dans le quotidien, grâce à la collaboration, on fait la maquette en même temps, donc on voit s'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui choque avec l'autre. Donc, on est très exigeante sur ça. Et après, c'est pour donner un rendu de qualité. Aussi avec les équipes, les tailleurs de pierre que nous avons, parfois ils nous disaient non, c'est pas ça. C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Là-bas, à côté de tel élément et tout. Ah, d'accord. C'est des choses qui. Au début, non. Super bonne idée. Bon, merci. Je pense que ça me rassure parce que je pense que vous travaillez avec les artisans, avec les gens qui travaillent sur le chantier, sur le métier. Ils vont vous dire tout de suite est-ce qu'il y a des conflits. Et je pense que ça, c'est des bons modèles pour le faire. Je voudrais juste ajouter 2 choses. Il y a les outils aussi pour faire une comparaison entre le nuage et le modèle. Donc, tu peux dire à cette zone, il diverge de nuage de points par 4% ou par 2 cm. Donc, il y a les outils pour faire la comparaison entre le nuage et le modèle pour comprendre où sont les déviations, où sont les choses qui ne vont pas, par exemple. Deuxième chose, et il y a beaucoup de choses, pas beaucoup, mais il y a une échelle de choses qui c'est pas logique de mettre en BIM, mais de mettre en 3D. Les mouleurs, les gargoyles, les choses qui sont organiques ou qui sont juste vraiment petits ou détaillés. Donc, pour ça, il faut avoir le support de documentation 2D. Donc, c'est pour ça on a les ortho-images, on a une super équipe 2D qui font, par exemple, toute la statuaire sur la façade. Les choses comme ça qu'on fait un truc qui n'est pas la même chose en 3D que tu peux faire avec tu peux faire, mais c'est pour l'investissement de temps. Ouais, c'est plus logique à faire en 2D. Ça prend le même temps pour faire une gargouille en 3D que faire toute la cathédrale, non? Ah oui, 4 cm, ça va prendre du temps.
Ouais, non, mais ça, c'est les parties dangereuses. Exactement, je pense, c'est les parties dangereuses pour moi, c'est quand quelqu'un qui va regarder les coûts associés avec ça et dit, bon, les petits gargouilles, c'est pas grave, là, hop, on va faire différemment parce que ça, mais ok. Mais c'est bien, c'est intéressant. Je pense les budgets des projets qui est impressionnant aussi. Et vous avez parlé des autres projets aussi, parce que vous avez parlé je pense, Kathleen, tu as parlé d'Ukraine, tu as parlé de différentes choses. C'est quoi les autres types d'activités qu'on vous faisiez dans le cabinet, dans ces trucs modernes qui peuvent intéresser tous les non-spectateurs? Non, on n'a pas fait un projet en Ukraine. J'ai dit c'est une situation intéressante. Ah, On a ok. fait un peu de scanning en Syrie il y a quelques années et c'était pour les choses en danger, pour les temples, les monuments historiques. Donc, mais c'est dangereux aussi. Donc, on n'a pas beaucoup avancé en Syrie, mais c'était une idée d'identifier les sites en danger ou qui peut avoir quelque chose qui arrive et pour scanner, mais c'est compliqué aussi avec la politique, avec les dangers. On ne touche pas les politiques ici. Hein, oui, en France, on fait par exemple, actuellement, on fait la cathédrale à Saint-Denis et ça c'est pour remettre en place la flèche. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rénover et stabiliser. Et ajouter, parce que là, c'est pas fait. Donc, on est en train de construire un modèle digital de la flèche de Saint-Denis qui va servir pour la construction. Là c'est l'inverse. C'est le schéma logique qu'on fait dans la construction. Et on est en train de faire... mais là, c'est intéressant parce que, pareil, c'est pierre par pierre qu'on est en train de modéliser pour qu'après, ça va ensemble. C'est un projet assez intéressant qu'on a. Et on fait aussi, dans les pôles 3D, chez AGP, il y a la partie de médiation culturelle, c'est-à-dire que quand tu arrives dans un monument historique, tu peux voir l'état actuel, enfin aujourd'hui comment est-ce qu'elle est, et sur une tablette ou sur un support numérique, tu peux voir comment est-ce que c'était à l'époque, notamment par exemple les projets de Jumièges. Aujourd'hui on voit que des ruines, mais grâce aux technologies d'aujourd'hui, on peut regarder comment est-ce que c'était avant, et on fait ce type de prestations aussi. Génial. Mais maintenant, en regardant des différents côtés, parce que bon, pour l'instant, j'ai dépensé beaucoup d'argent, pas gagné beaucoup aujourd'hui. Hein, ça, c'est des. OK. Et à niveau des puissances des calculs, hein, c'est impressionnant parce que, comme Kathleen, tu as parlé des nombres d'images par seconde, des points par seconde, etc. Les puissances des calculs qui va être énorme. C'est qu'est-ce que vous utilisez comme le type de calcul des machines derrière pour assurer qu'on tout est calculé en l'air? Mais ça, c'est notre budget. Hein? C'est le serveur et la machine. Ça, c'est notre collègue Jean-Pierre qui s'occupe. Okay. Il fait tellement de choses extraordinaires. Oui, la machine de l'argent, non? Okay. Jean-Pierre, oui, ok, j'ai noté. Jean-Pierre, parlez avec Jean-Pierre pour comprendre comment on fait les calculs. Ok. Oui, bravo. Non, mais... Oui, vas-y, pardon. Pour le retour qu'on voit, c'est comme on dit qu'on a la donnée de 2009. Et c'était là pour un long temps pour Notre-Dame. On a utilisé pour les petites études, les petites choses, mais personne ne sait que ça va être aussi important que c'est après l'incendie. Donc, tu as cette donnée. Tu peux dire, ah oui, c'était un peu d'argent dépensé pour collectionner les données, pour stockage et tout. Mais à la fin, il y a pas un remplacement. C'est le seul exemple, la seule maquette de charpente dans le monde. Donc, quand tu veux parler d'argent, c'est aussi pour ajouter tous ensemble pendant le temps. Et pour moi, c'est vraiment, il faut attendre, c'est un peu comme le stock market. Il faut attendre pour le retour un peu parce que tu vas mettre un peu, mais il faut attendre. Tu ne peux pas chercher dans un an.
il faut attendre parfois 5 ans, 10 ans pour voir. Ouais, mais bon, j'espère qu'on ne va pas vers l'incendie de tous les bâtiments historiques. Là. On va... Là, j'entends chez AGP, ils croisent les doigts pour des incendies. Non? Ça va pas, les gars. Ok. Non, mais c'est intéressant ce travail à l'inverse pour, bien sûr, c'est le retour d'investissement, ça vient après d'un catastrophique, mais de faire du BIM à l'inverse, non? Je prends ça ici, on fait du BIM. On appelle ça la rétro-conception. La rétro, c'est beaucoup plus marketing que BIM à l'inverse. La rétro-construction, ça bien, vraiment. Voilà. Bon, les gars, c'était vraiment intéressant de partager avec vous votre expérience. C'est comme je dis, c'était un rôle, de profil différent qu'on a ici. On veut faire connaître de plus en plus de toutes les technologies numériques et la relation avec le patrimoine numérique, le patrimoine historique, pardon, c'est très intéressant. Donc, merci pour partager tout ça avec nous. J'espère qu'il n'y a plus de incendies, mais j'espère qu'AGP commence à faire plus de modèles digitaux et numériques de notre bâtiment historique. C'est vraiment important ça parce que dans un moment, il faut faire des travaux. Donc, c'est un travail qu'on doit faire aujourd'hui, demain ou après-demain. Merci beaucoup. Moi, j'ai essayé de trouver d'argent, je n'ai pas trouvé, là, si je peux vous dire, là. Ça, je cherche toujours et j'espère, en 2022, on va trouver un petit peu, mais 2023, pour nous, ça va être les saisons 3 avec les différents types d'interactions. On va vous inviter aussi pour le voir avec nous, etc. On va essayer de garder un petit peu plus de dynamique et moi, j'espère, en 2023, je vais vraiment trouver d'argent dans les modélisations BIM. Est-ce qu'en reverse ou whatever, moi, je vais essayer de trouver quelques parties que je peux discuter avec les PDG de différents boîtes pour dire, bon, regarde bien, ça, c'est les modélisations et bon, tu peux gagner ça et ça avec ça. C'est important de voir les... Bon, merci beaucoup aussi pour l'invitation. On est très content d'être là et de partager cette expérience. Oui, merci pour l'opportunité. C'était une bonne discussion. C'était un plaisir. Merci, ça fait plaisir aussi avec. Bon, les gars, passez un bel week-end et on se tient au courant. Ciao, ciao. On se tient au courant. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao.